Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la respiration holotropique. Alors je ne suis pas spécialiste en respiration holotropique, je vais dire je n'ai pas fait la formation complète pour devenir intervenant, mais j'en ai fait, j'en ai dû en faire une bonne vingtaine, peut-être un peu moins 15 en groupe, et j'en ai fait aussi quelques-unes en soliste. Ça fait depuis 3 ans, 4 ans que je la pratique. Donc voilà, je vous en parle dans ce contexte-là, sans être spécialiste, mais en l'ayant bien pratiqué, bien expériencé moi-même. Alors la respiration holotropique a été inventée et développée par Stanislav Grof, qui est un psychiatre. Il a développé ça dans les années 50, 60, je crois. Peut-être 70, enfin bon, peu importe, il y a un certain temps en tout cas. Les années 50, je crois. C'était au moment de la drogue dont je n'ai pas le nom là. Aïe aïe aïe. C'était au moment des... Ouais, c'était dans les années 50. Donc Stanislav Grof, il a inventé ça dans les années 50. C'est un psychiatre suisse. C'était... En fait, à l'époque où on expérimentait entre autres sur la LSD et puis sur d'autres drogues, et où on développait la psychiatrie d'une façon un petit peu pas très éthique. Mais bon, Stanislav Grof, il a voulu faire ça bien correctement, donc il a fait ça d'abord avec la LSD, et puis après quand la LSD a été interdite, il a essayé de trouver d'autres façons de la pratiquer, de façon éthique, de façon naturelle, et puis sans substance, quoi. Et donc en fait, la respiration holotropique, elle se fait par suroxygénation du corps. On va respirer pendant pas très longtemps, pendant 5-10 minutes, on va respirer de plus en plus amplement et fortement pour créer une suroxygénation du cerveau. Et donc je vous explique le phénomène là de ce qui se passe, c'est que comme le cerveau est suroxygéné, pour lui c'est un message qu'on est en danger, en survie, et donc ce cerveau il va créer des hormones de survie, dont la DMT, qui est en fait aussi une drogue, mais que le cerveau est capable de créer. Donc il va créer entre autres la DMT, peut-être aussi d'autres substances, et cette DMT, c'est une substance qui permet d'atteindre l'illumination. Et en fait, quand on passe en mode survie, quand on est proche de la mort, si vous avez entendu parler des EMI, des expériences de mort imminente, donc des gens qui sont morts et puis qui sont revenus dans leur corps, eh bien, c'est ce qui se passe en fait, c'est que ils ont vécu une sorte d'illumination. Donc ils sont sortis de leur corps et ils sont revenus dans leur corps. Donc la conscience est sortie du corps et puis elle est revenue dans le corps. Donc ils sont morts et puis ils sont revenus dans leur corps, donc ils sont redevenus vivants. Donc en fait il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant, il y a juste une conscience qui est matérialisée, qui est dans le corps et qui est en train d'être vécue par le corps via des émotions, des sensations, etc. Ou bien elle sort du corps et à ce moment-là on est mort. Mais la conscience est toujours là, elle est quelque part dans l'univers. Donc la suroxygénation, elle crée cette DMT qui crée le passage justement de survie vers la mort et qui veut nous maintenir à la vie. Et donc il y a ce processus éventuellement d'illumination. Et on peut atteindre l'illumination en prenant de la DMT, en prenant la drogue DMT. Mais bon, c'est dangereux. Mais on peut aussi créer ça de façon avec la respiration holotropique. En fait, la respiration holotropique, elle permet un état modifié ou un état élargi de la conscience. Alors il y a aussi une autre chose que le cerveau développe à ce moment-là comme hormone, c'est la dopamine. La dopamine aussi, c'est en fait, si vous connaissez Joe Dispenza, il travaille beaucoup avec ça. Il travaille avec la dopamine et la méditation aussi. Il y a les méthodes pour soigner rapidement par la méditation. C'est par la dopamine. Quand on fait beaucoup de sport, on crée de la dopamine, donc le cerveau crée beaucoup de dopamine qui va régénérer notre corps.
Donc la dopamine est aussi une sorte de médicament. C'est aussi quand on fait l'amour, quand on atteint la petite mort, c'est le moment où on a le plus de dopamine dans le cerveau. C'est cet état cotonneux dans lequel on se met de plus en plus, qui crée ce sentiment de plénitude. Et donc l'illumination, c'est la plénitude la plus grande, quoi. On a tout, quoi. On a l'amour inconditionnel. Donc la respiration holotropique, c'est cette recherche-là aussi. C'est cette recherche, en fait, quand on se suroxygène comme ça, et quand on se met dans cet état élargi de conscience, on a de plus en plus de dopamine, donc on a de plus en plus de plénitude, et on est en train de se soigner. De soigner notre corps, mais aussi soigner notre cerveau, nos émotions, et aussi soigner notre passé et nos traumatismes. Donc c'est ça le but de la respiration holotropique. Et donc en fait, comment toute cette dopamine et comment toutes ces hormones montent jusqu'au cerveau? Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais si vous connaissez les chakras, il y a la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est l'énergie qui passe des chakras, de ce qu'on appelle les chakras. C'est une énergie qui passe du bas de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, qui passe par sous les chakras. La Kundalini, c'est l'éveil d'une énergie qui se développe et qui se décuple. En fait, quand on est en respiration holotropique, quand on est en état modifié de conscience, on est dans un état où les forces sont décuplées. Et ça peut être dangereux, en fait. Parce que, en fait, tout est amplifié. La force qu'on est capable d'avoir, la capacité de s'auto-régénérer, de se soigner, toutes les émotions qu'on ressent, on va les ressentir décuplées, et toutes les sensations qu'on ressent, on va les ressentir décuplées. Et donc la Kundalini, elle peut s'exprimer de façon violente, ou de façon très forte. Donc quand on est dans un état de respiration holotropique, quand on se suroxygène pour entrer dans cet état élargi de conscience, il peut se passer énormément de choses. Donc il peut y avoir la Kundalini, il peut y avoir des violentes Kundalini, auxquelles on n'est pas forcément préparé. On peut aussi rentrer en transe, donc sortir de son état normal, de son état de soi humain comme on est. On peut devenir, je sais pas, un serpent, un chat, un fauve, un dauphin. Il y en a qui disent que c'est des vies antérieures, qui revivent des vies antérieures. C'est aussi tout l'aspect chamanique. Donc les chamans, ils font ça avec des substances, mais on peut le faire ça avec la respiration holotropique. On n'a pas besoin de substances, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin d'aller au Mexique, on n'a pas besoin d'aller au Pérou, on n'a pas besoin d'aller manger de la bave de crapaud ou des champignons et risquer sa vie parce qu'on ne sait pas le dosage, parce qu'on ne sait pas comment on va réagir. On peut faire ça simplement en se suroxygénant. Mais attention, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc on peut rentrer en Kundalini, on peut rentrer en transe. Généralement, on ne perd pas conscience. C'est l'avantage par rapport aux drogues, c'est qu'on n'atteint pas un palier où on perd la conscience. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Généralement, la conscience, elle est toujours là, mais elle est décuplée. Et on est dans un état où on ne se contrôle pas forcément. Où on peut en principe se contrôler, mais c'est pas certain à 100%. Donc il faut être prudent. Et donc, comme je disais, c'est curateur. Ça permet de rentrer dans nos émotions profondes, des émotions refoulées, et donc les faire ressurgir, et elles vont s'exprimer de façon décuplée. On peut les accueillir, et le fait qu'elles s'expriment, elles vont aussi envoyer le message au cerveau de qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions, éventuellement, ou bien peut-être qu'elles vont pas envoyer ce message, mais au moins les émotions sortent. Et toutes ces émotions, en fait, la Kundalini, cette énergie, elle est bloquée dans notre corps par des nœuds dans les chakras, qui sont en fait des émotions refoulées, et qui peuvent créer des maladies comme le cancer, comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson,
etc., etc. Et donc on peut soigner des émotions anciennes, on peut les expurger, on peut les laisser s'exprimer, et puis après elles se dissolvent et elles disparaissent. Donc ça a un effet curateur, parce qu'il y a toutes des mémoires qui peuvent ressortir, et qui peuvent sortir, parce qu'en fait on en prend conscience, elles étaient enfouies dans l'inconscient, et par la respiration holotropique, elles peuvent devenir conscientes, ou en tout cas conscientes via le corps, et elles peuvent se dissoudre, et on peut passer à autre chose, et on peut résoudre des traumatismes par ce biais-là. Et aussi, le corps, en fait, le corps c'est un livre d'histoire, c'est une carte géographique. C'est en fait toute notre histoire qui est inscrite dans les nœuds, dans les maladies qu'on a. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être des allergies. Et donc tout ça, on peut soigner par la respiration holotropique. Donc les sensations aussi sont ressenties, mais de façon décuplée. On ressent les choses, on ressent les moindres picotements, on ressent... C'est la méditation très profonde, en fait. La sexualité aussi, l'envie de sexe, les sensations de sexe sont décuplées aussi. Donc il n'est pas question, enfin, le but n'est pas d'avoir du sexe pendant la respiration holotropique, mais après avoir pratiqué la respiration holotropique, on peut avoir des pulsions sexuelles qui sont décuplées. Voilà. Et quand on est quand on est dans cet état de suroxygénation, dans cet état élargi de conscience, on est au-delà de son ego. On est dans une conscience plus grande. On est dans un espace où le cerveau, il va enregistrer beaucoup plus de choses, donc toutes ces émotions refoulées, tous ces traumatismes, toutes ces sensations, toute cette kundalini qui se développe, toutes ces pensées qui nous traversent, qui ont peut-être ni queue ni tête. En fait, il y a aussi le fait que la conscience est moins dominatrice, et donc l'inconscient, il peut s'exprimer, l'inconscient, il peut ressurgir, il peut devenir conscient, le conscient l'accepte, le conscient ne met pas autant de barrières à ce moment-là, et donc ça développe en fait les capacités du cerveau, parce que le cerveau, tout d'un coup, il comprend plein de choses de pourquoi on réagissait comme ça, et puis il accepte aussi beaucoup de choses, que tout à coup, il y a beaucoup plus de sensations, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus Et du coup, neuronalement, ça se développe aussi. Le cerveau, plastiquement, il est en train de se développer, d'augmenter ses capacités cognitives, et ses capacités d'acceptation, ses capacités de résilience, et ses capacités de connaissance. Donc quand vous voulez faire de la respiration holotropique, au moins la première fois, faites-le dans un cadre encadré, avec des gens qui sont formés pour, qui ont le diplôme, qui savent ce qu'ils font, qui le feront à peu près correctement. Comme je vous ai dit, vous pouvez rentrer en transe, vous pouvez rentrer en kundalini violente. Il y en a certains qui revivent leur naissance, il y en a d'autres qui revivent des traumatismes. Les traumatismes, on s'en souvient pas forcément, donc il y a peut-être des choses qui vont ressurgir, dont on ne s'attendait pas. Donc la première fois, faites-le encadré. Il y a moyen de le faire chez soi, mais prudence, prudence. Et donc le principe, c'est la suroxygénation avec des musiques suggestives, dans le sens où ça peut être des musiques de trance, des musiques qui au contraire vont apaiser, des musiques qui vont qui vont augmenter vos énergies, qui vont augmenter vos émotions, qui vont décupler tout ça, qui vont aider au phénomène de survie, de dopamine, et vers l'illumination, et vers la résolution de traumatisme, et vers la guérison, et vers le développement aussi de son cerveau, de ses capacités, et vers un corps qui est plus épanoui, et puis qui se soigne tout seul. Voilà pour la respiration holotropique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les contenus de mes vidéos, n'hésitez pas à les diffuser et à les promouvoir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.